Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benoît Dujardin, je suis le dirigeant de la société Momentum Production, qui est une agence qui fait à la fois du marketing digital et de la production audiovisuelle. Euh, donc je peux peut-être expliquer un peu ce que sont ces métiers. Bon, la production audiovisuelle, ça parle un peu à tout le monde, hein. C'est l'idée de faire des reportages vidéo, des publicités, des captations en direct, des clips, enfin tout type de production audiovisuelle. Donc ça se passe sur cette partie de l'activité. Mon métier est plutôt le métier de réalisateur. Donc on va dire que je pilote la création des produits audiovisuels avec l'intervention parfois de cadreurs, parfois de monteurs, que je dirige et à qui j'indique ce qu'il faut qu'on réalise. Donc ça, c'est pour la partie audiovisuelle. Et puis la partie marketing digital, qui est en fait assez liée parce que dans le marketing digital, les outils les plus efficaces aujourd'hui sont notamment l'utilisation de la vidéo. Donc sur le marketing digital, je suis donc plutôt consultant et conseiller, on va dire. J'aide des entreprises à définir des stratégies de marketing digital pour obtenir les résultats qu'elles souhaitent. Alors c'est peut-être une façon un peu vague de présenter la chose, mais c'est la question que je pose toujours à mes clients. Plutôt qu'un client me dise je veux une pub de 3 minutes ou je veux faire des choses sur Facebook ou je veux un nouveau site web, etc. etc. Je leur demande plutôt ce qu'ils souhaitent voir se passer après qu'on ait fait un travail ensemble. Donc, je leur demande qu'est-ce que vous attendez qu'il se passe. Alors, ça peut être je veux qu'il y ait plus de ventes de mon produit, je veux qu'il y ait des gens qui viennent voir mon spectacle, je veux qu'il y ait des gens qui se connectent sur mon site internet. Et à partir de ça, je définis avec eux euh, les bonnes, euh, les bons outils à mettre en place. Et donc, le marketing digital, ça englobe plusieurs choses. C'est l'utilisation des réseaux sociaux de deux façons, en création de contenu et publication de contenu et en publicité. C'est deux choses différentes, hein. On va publier du contenu et espérer que les gens le reprennent naturellement. Sur la publicité, on va pouvoir cibler les gens qui voient nos publicités pour essayer de déclencher des réactions de leur part. Il y a la partie site web qui est très étroitement liée avec le référencement. Donc, le SEO et SIA. Donc, SEO, c'est Search Engine Optimization. Ça veut dire l'optimisation de votre site pour le référencement sur les moteurs de recherche. Plus votre site va être bien référencé sur une recherche, plus vous aurez de trafic sur la recherche que vous avez ciblée et plus vous pourrez développer votre activité. Et le SIA, c'est la même chose, mais c'est le A pour advertisement, donc la publicité. C'est l'achat d'espace sur les moteurs de recherche ou l'achat de mots-clés sur Google. Donc, il y a les réseaux sociaux, il y a le site web et il y a le référencement. C'est vraiment les gros piliers du marketing digital. Et donc, moi, au quotidien, je suis plutôt dans la réflexion et dans l'information de mes clients sur les outils qu'ils peuvent utiliser et essayer de trouver avec eux l'outil qui est le plus adapté à leurs demandes. Et j'en profite pour dire que si vous cherchez un peu sur YouTube, vous trouverez que j'ai fait des conférences, notamment pour l'IAE de Poitiers, où je rentre dans les détails de ce qui peut être fait sur les différentes plateformes. Et donc, si vous voulez des choses plus techniques que juste la présentation de mon boulot, vous pouvez aller regarder, chercher ces vidéos. Moi, j'en suis arrivé là, c'est plutôt par passion, on va dire, parce que j'ai une formation de gestion à l'origine. Et je fais plus du tout gestion, et la gestion m'intéresse d'ailleurs plus beaucoup. Mais j'ai une maîtrise de gestion à l'IAE de Poitiers. C'était quand même une maîtrise assez large sur la gestion d'entreprise, donc c'était pas que de la compta. Et il y avait une partie marketing dedans, c'était le thème qui m'intéressait le plus. Et à la fin de ma formation à l'IAE, donc ça s'est passé en 2 ans. La première année, il y avait un stage obligatoire à l'étranger où j'ai fait un stage dans une université américaine où j'ai appris la technique de programmation des sites Internet. C'était très intéressant et ça dévie un peu de ma formation, mais c'était un stage linguistique, donc on pouvait faire ce qu'on voulait. Et moi, j'ai choisi ça plutôt que d'aller être barman à Londres ou des choses comme ça, ce qu'ont fait certains de mes collègues. Et la deuxième année, quand je suis revenu, j'ai fini ma formation et donc j'avais un profil de chef de projet, donc de quelqu'un qui peut animer une équipe, avoir des rendez-vous avec les clients, recueillir la demande des clients et puis ensuite la traduire au sein de l'équipe en interne de la société en une organisation pour obtenir la production des produits que veulent les clients. J'avais ce profil-là couplé avec une connaissance de la technique, ce qui me permettait de parler plus facilement avec les techniciens
Et donc, à l'origine, j'étais plutôt dans le profil de chef de projet de création de site web. Et puis, en fait, sur la partie vidéo, j'ai développé des compétences de façon autodidacte, on va dire, avec une forte passion pour le basket. Donc, quand j'étais jeune, je faisais des clips. J'allais jouer au basket, je me filmais avec mes potes et on faisait des clips. Et puis, j'ai eu l'occasion d'aller tester ces compétences sur des sujets un peu plus larges. J'ai suivi le club de Poitiers de basket quand il a eu sa grande progression entre 2005 et 2010, on va dire, et qu'il est passé de la 3e division à la 1re division et qu'il a accueilli de plus en plus de monde dans sa salle. Et à cette époque-là, je filmais les matchs et je faisais des DVD que je vendais qui résumaient la saison du club. Donc, ces DVD sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube de Momentum. Je me suis fait tout seul, donc les premiers DVD sont moins bien que les derniers. Même parfois, je m'amuse à dire qu'ils sont un peu pourris, mais que je les revois avec affection et en me disant, j'ai bien fait de me lancer parce que j'ai fait un premier jet qui s'est amélioré avec le temps. Mais si j'avais procrastiné et que j'avais attendu d'être le meilleur du monde en vidéo pour faire des vidéos, j'aurais jamais fait de vidéo puisque je ne suis toujours pas le meilleur du monde sur la production de vidéos. Donc voilà, j'ai eu ensuite différents jobs. Donc d'abord dans une agence parisienne où j'étais chef de projet internet pour la production des supports de pub pour IBM dans toute l'Europe. Donc c'était beaucoup de responsabilités et dans une vie parisienne qui me plaisait pas beaucoup. Donc je suis revenu assez vite sur Poitiers. J'ai travaillé dans une collectivité locale qui était le Conseil général de la Vienne où j'étais responsable de la promotion de la technopole du Futuroscope. Donc c'est la zone d'entreprise qui est autour du Futuroscope. Et c'est aussi dans le cadre de ces fonctions que, en étant toujours curieux, en cherchant beaucoup de choses, notamment sur Internet, que j'ai pu développer des compétences. J'ai jamais suivi de formation particulière, mais je me suis toujours intéressé à beaucoup de choses. Et dès qu'un sujet me tentait, je m'y jetais. Et puis, quitte à faire des trucs un peu moyens au début, j'essayais de comprendre comment ça marchait pour obtenir des choses un peu mieux par la suite. Et donc, au bout d'un moment, au Conseil général, j'ai pu demander avoir un temps partiel et d'être auto-entrepreneur à côté. Et donc, j'ai eu une autorisation par la commission de déontologie. Et j'étais à la fois au Conseil général et à la fois responsable de la com du club de basket de Poitiers pendant 7 ans, de 2007 à 2014. Tout à l'heure, je vous parlais de la forte ascension. C'était de 2005 à 2010, mais je suis resté jusqu'à 2014. Après, c'était un peu plus compliqué sportivement pour le club. Et donc, en jonglant avec toutes ces passions et en partant de documentaires un peu moyens, petit à petit, j'ai progressé. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai travaillé. On a formé une équipe. Cette équipe a produit des choses de meilleure qualité. Et on s'est fait repérer par la Fédération française, puis la Fédération internationale de basket. Et là, on est parti sur de plus grandes productions. Et donc, c'est là que les compétences se sont développées. Et sur les réseaux sociaux, comme j'ai commencé à bosser avant la naissance des réseaux sociaux, j'ai pas eu de formation spéciale sur les réseaux sociaux. Je les ai découverts en les utilisant, notamment avec le club de basket de Poitiers, où on était très actifs sur les réseaux sociaux. Et c'est par la pratique que j'ai identifié ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et aujourd'hui, pour me maintenir à jour, je fais bien attention de continuer à pratiquer, donc soit en accompagnant des petites startups gratuitement, soit sur des projets personnels, et continuer à conseiller, et puis à à suivre des podcasts ou consulter des comptes YouTube de personnes qui sont pointues dans le domaine et qui m'intéressent. Et là, j'en profite pour glisser le nom de Gary V, G-R-A-Y comme Gary, et V comme V-E-E, comme son nom de famille c'est Vaynerchuk, donc il s'appelle Gary V. Donc si vous cherchez G-A-R-Y-V-E-E sur YouTube, vous trouverez plein de conférences de cet Américain qui a une grosse agence à New York et qui explique beaucoup de choses sur le marketing digital et sur l'approche des clients, qui sont des choses très intéressantes et moi qui m'ont permis de développer mon approche, une approche vertueuse avec mes clients. Pour que vous puissiez comprendre, donc aujourd'hui, je dirige une entreprise dans laquelle je suis seul, mais pour laquelle je fais travailler des indépendants. Donc, il y a différents types de métiers, photographe, cadreur. Le cadreur, donc, c'est celui qui filme. Ingénieur son, parfois, pour prendre le son de quelque chose que je filme ou améliorer ou mixer le son de quelque chose que j'ai filmé en mélangeant de la musique à des paroles ou de l'audio.
Et je fais intervenir aussi des développeurs, différents types de techniciens informatiques pour les sites web que je suis amené à, dont je suis amené à piloter la construction. Donc, par exemple, si vous connaissez le site du 7 à Poitiers, le 7.info, c'est moi qui étais chef de projet sur ce site et j'ai fait travailler des gens de mon équipe. Donc, si on regarde le mois de mars, par exemple, donc la première, donc je n'ai pas de locaux, je travaille soit à mon domicile, soit je suis chez les clients, soit je suis en tournage, soit je suis dans des tiers-lieux comme Cobalt que j'utilise très régulièrement, d'ailleurs que je recommande à tout le monde, hein, qui est un lieu très intéressant pour travailler et rencontrer d'autres personnes. Et donc, je suis, on va dire, un travailleur nomade. Et c'est aussi un choix de vie parce que ça me permet, sur certaines périodes de l'année, de ne plus être chez moi, de plus être à Poitiers et de partir chez des amis ou dans de la famille et de travailler à distance puisque sur une partie de mes missions, je peux tout à fait le faire de loin. Si je prends mon planning du mois de mars, donc il y a une partie du temps qui se passe chez moi et qui est consacrée à la production. Donc la production, c'est quoi? C'est quand on fait un montage, quand on fait un rapport d'analyse stratégique, quand on fait un audit de référencement, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses que je fais chez moi. Et puis, si je regarde, donc j'ai eu en début de mois plusieurs rendez-vous de consulting, soit en présentiel, soit en distanciel, par exemple avec la Maison de la Formation, que je conseille sur sa stratégie digitale pour donc l'attendu de la Maison de la Formation, ce qu'elle souhaite qu'on l'aide à mettre en place. Je fais ça avec Léo Auboin, qui est aussi un adhérent du SPN et qui, est aussi, qui a un profil un peu similaire au mien. Ce qu'on fait dans l'accompagnement, c'est qu'on essaie d'identifier avec eux les outils à mettre en place pour répondre à leur problématique, qui est d'attirer des gens qui vont prendre une formation à la Maison de la Formation. Donc, comment identifier ces gens, comment leur faire savoir qu'il y a des choses bien pour eux à la Maison de la Formation et comment les amener jusqu'à un rendez-vous téléphonique pour une inscription. Donc, c'est une partie de mon travail. Donc, quand je fais ça, sur le présentiel, on va à la Maison de la Formation chez notre cliente. Et sur cette mission-là, donc on a une cliente qui est la chef d'un service. On passe une partie de la journée avec elle pour réfléchir à la stratégie avec elle, aborder tout un tas de sujets. Et puis après, on est avec elle et son équipe pour embarquer l'équipe dans le travail mis en place et discuter avec tout le monde pour voir s'il y a des idées qui reviennent, l'équipe étant parfois un peu plus les mains dans le cambouis ou les mains dans la gestion de la page Facebook, du site web ou des choses comme ça, peut nous faire remonter des idées et des ressentis. Et on essaye de construire ensemble une stratégie qui nous semble pertinente. Donc, dans ces cas-là, Léo et moi apportons des idées par rapport à ce qu'on connaît des outils et on confronte ces idées par rapport au ressenti et ce que notre client connaît de son métier et de son public. Et des fois, on se challenge les uns et les autres. Ensuite, j'ai aussi une partie qui est le développement d'activités, de mon activité, de mon entreprise. Donc, j'ai eu un rendez-vous la première semaine de mars, notamment, encore une fois avec Léo Auboin, pour le lancement d'une marque qui s'appelle Poitiers.tv. L'idée, c'est que j'ai eu l'opportunité d'acheter ce nom de domaine et que je veux pouvoir avoir un site qui identifie mon activité que sur la captation d'événements en direct. Donc aujourd'hui, on a développé ça pendant le confinement. J'ai maintenant une régie télé, on va dire, c'est pas pour la télé, mais c'est l'équivalent, qui permet d'aller filmer. Donc on a fait ça ce week-end. La semaine dernière, on en a filmé 3, de filmer des matchs de basket et de les diffuser en direct sur Internet, donc des matchs professionnels de première division. Et c'est une régie qui permet aussi de filmer des événements, des assemblées générales, des inaugurations, des choses comme ça, et de diffuser en direct un flux avec 3 caméras, 4 caméras même parfois, jusqu'à 8 micros sur différentes personnes qui parlent, et d'avoir une réalisation qui est l'équivalent d'une bonne émission de télé. Donc c'est un nouveau produit que je voulais présenter à mes clients sans le mélanger à toute l'activité Momentum Production. Et donc l'opportunité d'acheter le nom de domaine Poitiers.tv m'a poussé à faire ce rendez-vous. Et j'ai eu plusieurs rendez-vous dans le mois avec Léo Auboin, donc pour la partie conseil, parce que c'est toujours difficile d'avoir du recul par rapport à soi-même. Donc même si c'est mon métier, j'ai souhaité avoir un consultant extérieur qui va me donner, qui va me challenger et me donner des feedbacks. Donc avec lui, on construit un site internet pour présenter l'activité. J'ai rencontré une autre société dans ce cadre-là qui s'appelle les Comnambules, qui est aussi hébergée à Cobalt, qui m'a fait un logo pour Poitiers.tv. Et puis après, je travaille moi sur les contenus qu'on va mettre sur ce site. Donc ensuite, toujours dans ce même mois, j'ai eu des rendez-vous, plusieurs rendez-vous en visioconférence avec une société. Alors je ne vais pas vous donner le nom parce que je ne sais pas si elle a envie qu'on sache, mais c'est une société de l'industrie
qui se trouve dans le 79 et qui me demande de la conseiller sur son passage au numérique. Donc, elle a envie de vendre des produits industriels sur Internet. Et là, c'est un conseil, comme disent certains, à 360 degrés, c'est-à-dire on conseille sur tout ce qui peut concerner le digital. Et donc, la première étape de l'accompagnement de cette entreprise, c'est plutôt sur le référencement naturel, faire un audit de son site. Est-ce que son site est bien conçu ou mal conçu? Et après, un audit des contenus de son site et comment aider l'entreprise et former l'entreprise pour créer des contenus qui seront mieux référencés par Google parce qu'ils sont faits de façon plus pertinente. Je continue rapidement, mais c'est pour que vous ayez vraiment une idée de mon quotidien. Donc, j'ai eu plusieurs formations en visioconf avec cette entreprise. Après, en ce moment, je travaille avec la MSA, donc Mutuelle Sociale Agricole ou Mutualité, je ne sais pas à quoi correspond le M exactement, mais en gros, c'est la sécurité sociale de l'agriculture. Et avec eux, on est sur une mission de création d'une série vidéo qui permettrait de parler du sujet du handicap dans le monde agricole et d'expliquer aux personnes qui pourraient être concernées, donc les agriculteurs, qu'ils soient salariés, qu'ils soient exploitants ou employeurs, de leur expliquer à quoi on peut faire recours, à quoi on peut faire appel si on a des problèmes si on découvre, si on rencontre le handicap dans sa vie professionnelle. Et donc là, il y a une première partie, c'était des interviews chez des agriculteurs pour recueillir leurs ressentis, leurs impressions. Et il va y avoir une deuxième partie qui a commencé hier, qui est la rédaction de scénarios pour les différents épisodes de la série, en fonction des témoignages des agriculteurs. Mais ces scénarios seront joués par des comédiens parce on a parlé avec ces agriculteurs de leur handicap et tout ça, et des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de révéler publiquement. Mais donc, il y avait la première étape qui était d'aller chercher du vrai contenu pour s'en inspirer, de faire des vrais témoignages. Donc ça, c'était très intéressant. Ensuite, en ce moment, j'ai aussi une mission avec le Futuroscope, plutôt pour de la com interne, pour présenter aux salariés qui sont bloqués à distance avec le confinement les nouveaux chantiers, les nouvelles choses qui ont été créées au Futuroscope. Donc là aussi, il y a un travail d'abord de briefing avec le client. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Sur quel ton vous voulez le montrer? Comment on construit ce type de vidéo? Quel est le type de narration? Donc là, il y a toute une période là-dessus. Ça fait en visioconférence. Et puis, le premier tournage a eu lieu la semaine dernière et le montage est en cours. Et donc, par exemple, hier, j'avais un rendez-vous de débriefing de la première version du montage avec les équipes du Futuroscope. Donc, c'était en visio. Et on disait, voilà, telle partie, c'est intéressant, il faut le garder. Telle partie, c'est un peu long, il faut couper. Et donc, hier après-midi, j'ai fait la deuxième version de la vidéo que je leur ai envoyée et qui va faire l'objet ensuite d'une troisième version quand ils auront refait leurs commentaires et qui m'auront réindiqué ce qu'ils veulent supprimer ou rajouter dans cette vidéo. Donc, vous voyez que c'est des activités assez variées. Je regarde rapidement. Donc, j'ai eu la semaine dernière 3 matchs de basket à diffuser en direct pour le club du Mans, qui est en première division. Et comment je suis arrivé à leur proposer cette prestation de diffusion de matchs en direct, c'est qu'en fait, depuis 3 ans, j'étais consultant en marketing digital pour le club du Mans. Et pendant 3 ans, j'ai accompagné un alternant qu'ils ont pris donc d'abord en alternance, puis qu'ils ont recruté dans le domaine de la communication. Je l'ai aidé à construire la stratégie digitale du club. Je l'ai aidé à mettre en place un peu une feuille de route de ce qu'il devrait faire dans son travail. Ça, c'était la première année. La deuxième année, j'ai fait du suivi et j'ai essayé d'apporter des conseils sur des choses qu'on n'avait pas encore abordées la première année. Et puis maintenant, cet alternant est autonome, mais je reste en contact avec le club et quand j'ai des nouveautés à leur proposer dans mes prestations, je les appelle et puis si ça les intéresse, on met ça en place. Et donc, on a fait 3 diffusions de matchs de basket, dont la dernière qui était samedi. Et c'était une innovation puisqu'on a diffusé un match de Coupe de France sur la chaîne YouTube d'un influenceur dans le monde du basket. Et l'idée, c'était d'essayer de faire découvrir le basket à un nouveau public qui sont le basket pro et ce club-là de basket pro, un public qui sont des gens qui suivent plutôt la chaîne du YouTuber qui, lui, se filme à faire des 1 contre 1 et à construire des terrains de basket. Et on voulait essayer de conquérir un nouveau public. Et donc, on a fait cette diffusion et c'était très, très excitant pour moi parce que c'était nouveau, parce que c'était ce qu'on appelle du multi-stream. Donc, on réalisait le match et en plus, on l'envoyait sur un site web qui nous permettait de le dispatcher sur différents outils. Donc, il a été diffusé sur 3 chaînes YouTube différentes en même temps et sur 4 chaînes Facebook différentes en même temps et également sur Twitch où on n'a pas eu trop d'audience, mais c'était pour tester la diffusion sur Twitch.
et sur Twitter en direct via Periscope. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant à faire. Et sur ce genre de mission, on y allait, on était 6. Et j'ai différents intervenants, donc comme j'expliquais tout à l'heure, les caméramans, le responsable plutôt streaming. Et moi, dans ces cas-là, je suis réalisateur, donc je suis celui qui reçoit toutes les images sur une console et qui dit c'est cette image-là que je vais montrer à l'antenne pour que les gens voient ce qui se passe là. Et puis après, je vais aller sur ce gros plan-là parce qu'il y a une émotion à montrer sur un joueur qui n'est pas content parce qu'on lui a sifflé une faute ou des choses comme ça. Et donc voilà, le choix des caméras, ça fait partie aussi de la réalisation. J'essaye de vous boucler un peu le tour des choses que j'ai eues ce mois-ci. Donc, et puis par ailleurs, j'ai des rendez-vous de conseils avec d'autres clients qui sont plutôt sur la façon de prendre la parole et de présenter son activité, et puis la gestion d'un direct sur Internet. Donc ça, c'est avec des clients institutionnels, on va dire, que là non plus, je peux pas citer malheureusement. Et puis voilà, et j'ai une autre mission de consulting qui est avec une ligue. Donc, une ligue, c'est un peu une ligue régionale de basket, la ligue Aura, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, une ligue en basket, c'est un peu l'équivalent du conseil régional dans les institutions. C'est l'institution régionale qui va gérer tous les matchs de basket qui sont entre des équipes qui sont dans différents départements du territoire. Et donc, cette ligue, on l'aide aussi dans la définition de son why, donc de sa raison d'être, de son but. Et définir le why, ça permet ensuite de mieux communiquer parce qu'on sait les valeurs qu'on défend et qu'on veut promouvoir, et on essaye de bien exprimer notre raison d'être pour que les gens s'y intéressent et nous suivent. Et donc, cette ligue de basket, c'est pareil, on l'accompagne à travers des interviews des dirigeants de la ligue, des interviews des salariés, de la prise d'information auprès des clubs pour l'amener à la définition du why. Et après, une fois qu'on aura défini le why, d'aller plutôt sur du conseil stratégique. Maintenant qu'on sait qui on est et quelle est notre raison d'être, comment on décline une stratégie de communication autour de ça. Voilà, je vous ai fait un panorama assez large de l'activité sur un mois. Et c'est souvent comme ça veut dire que d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, je fais des choses très, très différentes avec, en fait, ce qui relie tous mes métiers, c'est la bataille pour l'attention. Je ne sais pas si c'est quelque chose, une expression que vous avez déjà entendue. C'est-à-dire comment identifier où l'attention des gens se porte et comment essayer de la capter pour parler de ce qu'on fait. Donc, il y a des gens qui regardent la chaîne YouTube, le YouTuber s'appelle Oupsidia. La chaîne YouTube de ce YouTuber qui s'appelle Oupsidia. On va essayer de diffuser un match de basket sur cette chaîne pour aller montrer les images de ce match là où l'attention de ses clients se porte. Il y a des gens qui font des recherches dans Google sur tel type de mots, donc leur attention se porte sur tel type de recherche. On va essayer de créer des pages web qui répondent aux questions posées par les clients pour que quand ils recherchent sur Google, leur attention vienne se porter sur nous parce qu'on est en haut des résultats de recherche. Et sur les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. On va cibler des gens par leur centre d'intérêt ou leurs affinités, les choses qu'ils aiment bien faire, et se mettre en face des centres d'intérêt qui correspondent à ce qu'on a envie de leur proposer. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment la bataille de l'attention qui est vraiment le lien dans tout ce que je fais. Et le slogan sur mon site web, c'est communiquer où l'attention se porte. Voilà, ça résume tout. Et ça me permet d'être, on va dire, de pas devenir obsolète. Puisque si je disais communiquer sur YouTube et que demain une plateforme plus importante que YouTube arrive, je serais périmé. Alors que communiquer où l'attention se porte, ça veut bien dire que je fais attention à comment marchent les différents supports de communication et j'essaye d'amener mes clients sur celui qui est le plus pertinent pour eux. Donc les avantages de mon métier. Alors moi, je suis à mon compte, mais on n'est pas obligé. Donc ça fait depuis 2012, donc ça fait 9 ans bientôt. Donc je commence à avoir un peu d'ancienneté, à avoir un certain nombre de clients. Donc on va dire que je suis dans une situation qui est un peu plus stable. Après, tout peut arriver, donc on essaye de ne pas être trop confiant, mais la situation est plutôt stable. Mais donc le grand intérêt pour moi, c'est que je suis indépendant et qu'en gros, je fais ce que je veux. Donc j'organise mes journées comme je veux.
Je peux même aller jusqu'à choisir mes clients. C'est-à-dire que en ce moment, j'ai beaucoup de demandes, je ne peux pas dire oui à tout. Donc parfois, je peux dire à des clients, écoutez, là, je ne suis pas disponible, je vous conseille tel ou tel confrère ou consoeur. Donc ça, c'est un énorme confort. Après, l'organisation de mes journées, c'est un énorme confort aussi. Le point plus difficile qui va avec, même si moi, ça me va bien, c'est que ça veut dire que parfois, je travaille plus tard, ou parfois je travaille le week-end, ou parfois je décale mes vacances parce que je suis obligé de répondre à la demande du client. Mais ce confort de mon emploi du temps, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que, au-delà de toutes les activités dont je vous ai parlé, je consacre pas mal de temps à la glande, parce que c'est important de ne pas être tout le temps pris par plein d'idées. Et donc, je passe du temps à regarder des trucs, à regarder des séries, à faire un peu de sport, à aller voir mes potes. Et donc, c'est quelque chose d'important dans mon emploi du temps. Donc, le premier truc, c'est ça. La deuxième chose, c'est la variété. Le deuxième grand intérêt de mon métier, c'est la variété des sujets à traiter. On rencontre plein de gens différents. On passe vraiment du coq à l'âne et on est une fois dans l'agriculture, une fois dans les nouvelles technologies, une fois dans le sport, une fois dans la culture. J'ai pas dit mais je crois que c'était ce mois-ci qu'on a fait un concert en live aussi des Cactus Riders. Donc voilà, on jongle vraiment dans différents types de sujets. Et ça, c'est très intéressant et ça fait qu'il n'y a pas de lassitude parce qu'on a toujours un thème nouveau à découvrir et à aborder. Euh, donc ça, c'est les côtés positifs. Les côtés négatifs, mais dont je ne souffre pas, c'est l'incertitude. Au début, quand on se lance, on en souffre beaucoup et j'en ai beaucoup souffert les premières années parce que c'est stressant, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et puis quand on commence à avoir un peu d'ancienneté, en fait, on a des clients pour qui on a travaillé il y a 3 ans. Et puis alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est un point hyper important en fait. Une grande partie de mon métier, c'est quand même de passer du temps à m'intéresser et à me préoccuper du bien-être de mes clients. Et dans le bien-être, il y a répondre bien à leurs demandes pour qu'ils soient satisfaits professionnellement, mais il y a aussi s'intéresser à la personne que j'ai en face de moi, parce qu'en fait, quand je travaille avec un client, je travaille pour deux clients, en fait. Je travaille pour le premier client, c'est la structure dans laquelle travaille la personne qui fait appel à moi, qui a un besoin. Et le deuxième client, c'est la personne qui fait appel à moi, donc le ou la commanditaire, donc la personne physique, qui, elle, a le même besoin que son entreprise sur un objectif d'un projet, mais a aussi un besoin euh, elle-même au sein de l'entreprise. Peut-être qu'une de mes missions va permettre de valoriser son travail ou des choses comme ça. Et donc, je dois être très attentif à la personne, à l'entreprise et à la personne. Et souvent, en fait, j'ai des entreprises qui viennent vers moi parce qu'elles ont été déçues de l'attention qu'on portait à leurs besoins, de la présence, de l'écoute, de la disponibilité pour venir en réunion, des temps d'échange qu'on peut offrir. Et ils viennent vers moi parce qu'ils sont contents d'avoir cet accompagnement. Donc sur certains points, par exemple, mon entreprise produit peut-être des choses qui qualitativement seraient moins bonnes que d'autres entreprises. Par contre, il y a un vrai accompagnement et donc le client est content parce que ça s'est fait facilement, il n'y a pas eu de conflit, on a respecté les délais. Quand le client a eu des contraintes, on s'est adapté à ces contraintes. Et donc voilà, ce qui rentre un peu dans le domaine du savoir-être, on vous le dit peut-être aussi quand vous cherchez un emploi, sur l'importance du savoir-être quasiment aussi grande que le savoir-faire. Eh bien, je viens de voir une question passer dans le chat, donc j'y répondrai après. Donc le savoir-être, il faut aussi l'appliquer quand on est à son compte. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que donc tout ce que je vous raconte, ma liberté et tout ça, c'est valable pour ma structure parce qu'elle a un peu grossi. Mais si vous vous lancez et que vous êtes auto-entrepreneur au début, c'est valable aussi pour ce statut-là, même si au début vous avez un chiffre d'affaires moins important, vous aurez peut-être aussi des besoins moins importants. Et si vous arrivez à trouver l'équilibre entre le niveau de vie que vous souhaitez et vos revenus, vous pouvez tout à fait vous lancer dans des activités comme ça. Je tiens à préciser que mon objectif, moi, dans mon objectif business, on va dire, c'est de continuer à prendre du plaisir dans mon travail. Donc, pas forcément de vendre plus, de vendre plus cher. Voilà, c'est d'avoir des clients sympas avec qui je m'entends bien et de me dire que mon travail, c'est des relations humaines et que c'est agréable, quoi. Donc,
Ça veut dire que parfois, je ne vais pas chercher des trucs plus rémunérateurs ou plus gros parce que je sais que ça va être plus chiant, pour être très clair. Donc, j'essaie d'éviter. Alors, je regarde les questions. Êtes-vous spécialisé uniquement dans le Google Search Engine? Donc, quand on parle de SEO, si c'est ça la question, vous me direz si j'ai mal compris. Quand on parle de SEO, on travaille beaucoup pour Google parce qu'en fait, les autres moteurs de recherche. Alors, déjà, Google représente 92% de la recherche en France. Et dans le monde, ça doit être sensiblement la même chose. Et quand on répond bien, alors pour le référencement naturel, quand on fait bien son site et qu'il est bien référencé dans Google, systématiquement, il sera bien référencé sur les autres moteurs de recherche puisqu'ils ont les mêmes logiques de référencement et ils regardent les mêmes choses pour le référencement. Et pour vous la faire très courte, il y a la façon dont on crée son code, et il y a la façon dont on crée son contenu, et il y a la façon dont on génère des liens rentrants vers son site. Je vous la fais, c'est très très résumé, mais et donc si vous faites ces choses-là, qui sont, on peut faire une checklist assez simple en fait. Hein. Si vous les faites bien, vous allez monter dans le référencement dans tous les moteurs de recherche. Donc je m'intéresse beaucoup à la logique Google, mais en fait en faisant ça, je suis transversal. Je regarde l'autre question. Comment faites-vous pour vous tenir informé des changements liés au référencement et au monde digital? Est-ce qu'il y a des sites internet à suivre et des livres à conseiller? Alors, il y a des influenceurs, entre guillemets, intéressants à suivre. Il y en a un qui s'appelle Neil Patel. Je vais vous écrire le nom. Vous faites une recherche dans Google ou dans le moteur de recherche que vous voulez. Neil Patel, il est intéressant. Il a une chaîne YouTube où il donne des petits tips sur comment améliorer son référencement. Ce qui est bien, c'est qu'il est très pédagogue. Alors, ça va pas... ça correspond à un premier niveau d'expertise, on va dire. Il y a des trucs où il ne va pas dans le fond du fond du fond. Mais si vous voulez vous intéresser, être polyvalent et savoir de quoi vous parlez dans ce domaine-là, vous pouvez aller sur Neil Patel. Je vous recommande d'aller sur Momentum Production et de chercher une vidéo qui doit s'appeler Le marketing digital en 2020, il me semble. Les bases théoriques, j'ai dû l'appeler comme ça la vidéo. Et j'ai fait une partie sur le référencement où je donne tous les conseils dans le détail. C'est à la fin de la vidéo, mais vous verrez dans la vidéo YouTube, j'ai mis des marqueurs dans la description de la vidéo, donc vous pouvez cliquer sur un timecode et aller directement à cet endroit-là. Et je vous ai donné tous les conseils que j'ai mis en place pour un site de basket qui a multiplié son trafic par 10 en quelques mois. Donc là-dessus, vous aurez des infos. Et après, les livres à conseiller, j'en ai pas trop, mais en gros, souvent les livres sont bien faits, hein, quel que soit l'auteur. Après, il y a le livre et puis il y a la mise en pratique. Et si vous pouvez aller aussi sur, alors je crois que l'adresse est w3.org, mais qui est le site de référence je ne sais même pas qui est le producteur de ce site, pour être tout à fait honnête avec vous, mais c'est la base de référence sur les bonnes pratiques. Et donc, c'est sur les bonnes pratiques notamment de code, mais ça aborde certains sujets qui sont bien faits. Et puis Google aussi, sur une partie de ses forums d'aide, explique très clairement ce qu'il souhaite avoir dans un site pour bien le référencer. Est-ce un marché concurrentiel? Si oui, comment vous faites-vous pour vous distinguer? Alors, si le marché concurrentiel, donc tous les marchés sur lesquels je suis sont concurrentiels. Et d'ailleurs, tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a du marché. Si j'étais sur un marché où il n'y a pas de concurrence, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres boîtes qui s'y intéressent, ça veut dire que peut-être qu'il n'y a pas de gens qui sont prêts à acheter. Donc, je suis très content d'être sur un marché concurrentiel. Comment je fais pour me démarquer? Eh ben, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est plus dans l'attention que je porte aux résultats que je produis pour mon client. C'est-à-dire que je ne fais pas juste un truc pour mon client et puis je le balance et il se débrouille. À chaque fois, quand il y a une demande, je l'analyse et parfois je la contredis. C'est arrivé récemment. Un client m'a dit, je voudrais faire ça. Est-ce que tu peux répondre? Et je lui ai dit, écoute, dans la formulation de ta demande, je pense qu'il y a des incohérences et que la façon dont tu vois la chose ne t'apportera pas les résultats que tu souhaites. Et ce client m'a dit, ah bah écoute, c'est gentil de me challenger et tout. Je l'ai challengé. Au final, il a choisi une autre agence. Bah tant mieux. Mais j'étais moi convaincu que c'était pas en faisant de la façon dont le client demandait qu'on allait obtenir le résultat qu'il voulait. Donc en faisant ça, en fait, j'ai pas perdu la confiance de ce client parce que pour des raisons internes à la boîte, c'est pas la personne qui m'a demandé qui choisissait. La boîte a choisi quelqu'un d'autre, mais la personne qui m'a demandé a constaté que mon intérêt était vraiment de lui proposer quelque chose qui marche pour elle et pas juste de lui vendre une presta et de faire de l'argent. Donc en ayant cette forme d'intégrité, je pense que sur le long terme, ça marche très très bien
parce que les gens se disent: «Tiens, quand je l'appelle lui, il va pas essayer de m'arnaquer et puis s'il sait pas faire, il me le dira. S'il est pas d'accord, il me le dira aussi et donc j'ai un vrai résultat». Et l'autre chose, c'est d'assurer le suivi, de prendre des nouvelles de ses clients, de s'intéresser à ce qu'ils font, ce qui paraît en fait un peu naturel, hein. C'est ce que vous faites avec vos amis dans la vie de tous les jours. Donc je vais pas dire que vos clients doivent devenir vos amis, mais portez la même attention à vos clients que vous l'apporteriez à vos amis, parce qu'au final, ça reste des êtres humains. Donc pour me différencier, il y a cette, ce souci de la qualité. Il y a aussi l'agilité. Donc moi, quand un client a des besoins et que c'est dans l'urgence et qu'il est un peu dans la merde parce qu'il s'y est pris au dernier moment, je m'adapte. Je demande à mes équipes, les gens que je fais travailler de faire des efforts pour se dire que l'objectif, c'est de satisfaire le client et de lui apporter un service. Je suis une entreprise de service, donc je dois apporter à mon client des solutions et des services et pas des problèmes. Pas lui dire: «Ah ouais, mais c'est compliqué parce que tu comprends ça», parce que ça, c'est mon problème, c'est pas le problème de mon client. Donc c'est aussi comme ça que j'essaie de me distinguer et puis après j'ai aussi, je suis proactif, je communique sur ce que je fais. Dès qu'on fait quelque chose de nouveau, je communique dessus, sur les réseaux sociaux, en achetant des espaces publicitaires pour que ce que je fais soit vu et ma façon de communiquer, c'est pas de faire des pubs en disant: «Venez chez moi, c'est super, vous allez gagner de l'argent» ou «Venez, j'ai la formule secrète pour vous rendre riche». C'est plutôt de faire des making of. Récemment, j'ai fait un making of qui est sur ma page YouTube aussi, si ça vous intéresse et qui est aussi sur la page de Momentum. Un making of sur la réalisation d'un match de basket. Je montre à la fois les images que voient les spectateurs et à la fois les coulisses et on voit les caméramans en train de bosser, on me voit avec un casque en train de leur demander des choses et tout ça et on me voit en train d'appuyer sur les boutons qui permettent de choisir la caméra qu'on va afficher à l'écran. Quand je fais cette vidéo, j'apporte un contenu intéressant pour les gens qui aiment bien le basket et les gens qui aiment bien la vidéo. Et ce faisant, je me positionne, pour ceux qui suivent, comme un expert dans le domaine parce que c'est chez moi qu'ils auront vu la vidéo des coulisses où on comprend comment le truc marche. Et donc on peut espérer, imaginer qu'une fois qu'ils m'ont identifié comme ça, le jour où ils ont un besoin, ils vont faire appel à moi. Voilà. Et je préfère, communiquer en montrant ce que je sais faire, quitte parfois à être un peu redondant. Puis ceux qui me suivent sur tous les réseaux sociaux doivent dire que je fais beaucoup de choses ou que je passe mon temps à en parler. Mais je préfère raconter ce que je fais et laisser mûrir l'envie chez le client plutôt que d'aller essayer de faire du porte-à-porte et d'appeler les gens pour leur dire: «Ah ouais, je pense qu'il vous faudrait une vidéo». Si le client n'a pas identifié qu'il avait besoin d'une vidéo, c'est pas moi qui vais lui faire avaler de faire une vidéo. Et si jamais j'y arrivais, probablement qu'il ferait une vidéo dont on ferait une vidéo dont il serait pas content. Donc ma stratégie, c'est plutôt de susciter l'envie en montrant les choses que je peux faire et puis de laisser le client réfléchir à ça. Puis le jour où il en a besoin, il m'appelle. J'ai plusieurs clients, je donnerai pas les noms mais plusieurs clients d'une taille, relativement importante qui m'ont dit plusieurs fois: «Ah tiens, un jour, il faudra qu'on bosse ensemble, faut qu'on s'appelle, faut qu'on fasse un déjeuner et tout». Et j'ai toujours eu la démarche d'être, ouvert, s'ils me sollicitent, de répondre, mais de ne pas forcer derrière. C'est-à-dire que si la personne me dit: «Il faudra qu'on bosse ensemble», mais qu'elle ne me rappelle pas pendant 3 mois, je ne vais pas forcer. Je continue à vivre ma vie, à faire des choses, à parler de ce que je fais et le jour où elle aura besoin de moi, elle va revenir vers moi et dans ce cas-là, ça sera plus facile pour moi dans la relation parce que, je sais qu'elle a un besoin, je sais que je peux y répondre et donc on va concrétiser la chose. Donc voilà, alors j'ai bien conscience que ça, quand on débute, forcément, c'est un peu plus dur parce qu'on n'a pas encore beaucoup de choses à raconter parce qu'on fait les premières choses. Mais dans ce cas-là, je crois que c'était dans une des questions, que m'avait suggéré Sarah avant l'intervention. Dans ce cas-là, quand on débute, il y a aussi la possibilité de faire des choses, et ce que je fais moi encore aujourd'hui, hein, de faire des choses, gratuitement ou en partenariat. Moi encore aujourd'hui sur, plusieurs missions, que j'ai pas trop envie de citer parce que j'ai pas envie, d'afficher ces gens-là comme des gens qui reçoivent un truc gratuitement ou voilà. Mais sur plusieurs opérations avec des jeunes startups ou sur des trucs, on va dire plutôt, à vocation sociale, je propose de faire la prestation gratuitement. Souvent parce que le sujet m'intéresse et que j'ai envie de lui donner un coup de pouce. Souvent aussi parce que j'aime bien les gens qui mènent ce sujet, donc j'ai envie de les aider. Et en me disant: «J'en attends rien». Par contre, je vais raconter, je vais faire la promotion du fait qu'il y a cette vidéo qui est sortie et que c'est nous qui l'avons faite ou du fait qu'on accompagne telle ou telle personne. Et en fait, après je laisse le bouche à oreille faire et puis, donc souvent je fais des trucs et puis, on parle souvent dans le monde des startups de sérendipité. Ça veut dire,
quand il va se passer quelque chose, un peu par hasard, mais qu'on a quand même un peu provoqué ce hasard, et qu'on attend que les planètes s'alignent, on va dire. Et en fait, vous avez beaucoup plus de chances que les planètes s'alignent si vous faites des choses et que vous êtes actif et visible, que si vous êtes dans votre coin et que vous faites juste des petits déjeuners d'entreprise ou des choses comme ça. Donc, pour revenir à mon propos de départ, si vous vous lancez, je vous inciterai vivement à identifier une entreprise qui se lance aussi, qui aurait peut-être besoin de vos services, qui est sur un thème qui vous intéresse et à qui vous pourriez proposer d'intervenir gratuitement ou à des coûts défiant toute concurrence. Et ça, c'est pas se prostituer ou donner son travail pour rien et tout, c'est juste faire ses preuves, quoi. Et faites-le en vous disant, bah, ça me fait un cas pratique dont je pourrais parler. Si on a un résultat efficace, je pourrais aussi parler de l'efficacité de mes résultats. Et puis, ça fera, par un effet de bouche à oreille qu'on ne maîtrise pas, que peut-être qu'une personne qui est sensible à l'activité de cette entreprise va dire: «Ah tiens, bah, c'est bien ce que vous avez fait pour elle, est-ce que vous pourriez le faire pour moi?» Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous incite à faire. Et aussi, alors j'en ai pas parlé, mais ma façon de trouver des clients, hein, si c'est un peu le thème, bon, je suis peut-être parti un peu dans tous les sens, mais vous referez le lien. C'est aussi de participer à des choses, comme un startup week-end, par exemple, bah, je participe bénévolement au startup week-end. Le dernier, j'ai pas pu parce que j'étais pas là, mais dans ce cas-là, je suis devenu partenaire, donc j'ai donné un petit billet au SPN pour l'organiser. Participer à Startup Weekend bénévolement, ça permet de rencontrer d'autres gens, de les laisser vous découvrir, et puis bah, peut-être qu'il y en a qui auront envie de bosser avec vous. Et alors, sur cette logique un peu pour développer son activité, il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que tout ce que vous allez faire, il faudra le faire sans avoir d'attente en retour. Parce que si vous dites, tiens, je vais aider telle boîte, et j'espère bien que derrière, ils vont me commander machin, ou j'espère bien que derrière, ils vont faire ci ou faire ça, vous allez au-devant de beaucoup de déceptions. Parce qu'en fait, on ne maîtrise pas ce que les gens vont faire, comment ils vont vous remercier ou pas vous remercier, est-ce qu'il va y avoir un impact en retour. Donc, si vous y allez avec des attentes, vous y allez déjà avec une frustration préprogrammée parce que vos attentes seront souvent pas atteintes et donc vous allez être frustré et c'est pas des bonnes vibrations. Donc, vaut mieux y aller en se disant, moi j'y vais parce que le truc me plaît, advienne que pourra. Et puis, bah, s'il ne se passe rien et que la prochaine fois, je n'ai pas envie de le faire, bah, je ne le ferai pas la prochaine fois. Mais donc, comme ça, vous y allez toujours avec un état d'esprit positif. Les gens ne vont pas percevoir que vous êtes là en attendant un truc avec un calcul en tête et tout. Ils verront que vous êtes là juste parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Et il n'y a rien de plus attirant que la passion et l'énergie. C'est beaucoup plus attirant que de quelqu'un qui essaie de vous vendre des trucs toutes les 2 minutes. Donc voilà, ce serait un de mes conseils pour, euh, pour avoir des nouveaux clients et pour se distinguer. Donc c'était un peu la réponse à la question 4 posée par Ali.